Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Emmanuel de Gueuzer, directeur général du groupe Vivalto Santé, l'un des 3 principaux groupes de cliniques privées en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Pourquoi vous êtes là? Parce qu'il y a eu ce bras de fer, il y avait cette menace de grève totale de la part de toutes les cliniques privées à partir du 3 juin. Finalement, les cliniques ont décidé de suspendre cette grève totale. On peut dire que vous avez gagné votre bras de fer avec les pouvoirs publics, avec l'exécutif? Non, je crois qu'on ne peut pas le dire d'abord. D'abord parce que les négociations ne sont pas terminées. D'abord, il faut aussi éviter d'évoquer le mot de grève. Je pense que beaucoup de gens l'utilisent, mais c'est un mot qui est plutôt aujourd'hui réservé à nos salariés. C'est un droit fondamental du salarié. Nous, on a plutôt parlé d'arrêt d'activité. Alors, c'est vrai que les communiqués de presse succédant, c'est le mot grève qui a été pérennisé. Non, on est encore au milieu du gué, concrètement. Il faut rappeler que le point de départ de ce mouvement, c'était une décision unilatérale du gouvernement d'augmenter les tarifs des hôpitaux publics de 4,3% contre 0,3% pour l'ensemble des cliniques et hôpitaux privés. Le public, revalorisation des actes, des opérations, 4,3% pour 2024, 0,3% pour les cliniques. C'est exactement ça. Ça c'est le point de départ. Le point de départ, et donc voilà, vous dénonciez ce qui est totalement unique. D'inégalité de traitement entre hôpitaux et cliniques privées. C'est complètement une inégalité de traitement, puisque vous savez que les hôpitaux privés, enfin vous savez, je pense que peu de gens le savent, pour 92% de nos revenus, ce sont des listes tarifaires fixées par l'État. Et en face, des patients qui nous rejoignent à travers le réseau de la médecine de ville et des médecins spécialistes. Donc nous, nos marges de manœuvre en termes budgétaires, elles sont extrêmement réduites, puisque c'est notre principale rémunération. Et donc dès lors qu'on vous dit zéro, alors qu'en 2023, les tarifs n'intégraient pas l'inflation 2023, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a eu une inflation en 2023, les tarifs de 2023 intégraient l'inflation 22, toujours cette espèce de décalage. Donc on s'était dit, on aura bien une récupération qui viendra voilà, exactement, un rattrapage en 2024, plus l'inflation 2024, certes, qui se ralentit, mais qui est là. Donc entre le 0,3 et, on va dire, de l'ordre de 4-5 points minimum sur ces éléments d'inflation, vous vous doutez bien que l'équation n'y est pas. Si vous levez, entre guillemets, la grève, c'est que vous avez reçu des assurances, des engagements, en tout cas, de la part du gouvernement, et lesquels, notamment en matière de moyens? D'abord, il y a eu des avancées. Je ne sais pas si on peut réellement parler de négociations, mais au moins il y a eu des échanges entre les représentants de la Fédération de l'hospitalisation privée et les représentants des syndicats, des principaux syndicats de médecine libérale, sachant que ces 2 négociations qui ont été conduites en parallèle, ce qui est une première. J'ai envie de dire, si on doit retenir quelque chose de cette crise, c'est quand même ce facteur-là qui est extrêmement important. C'est ce front commun de la médecine libérale, la médecine libre, pour défendre nos intérêts. Alors, il y a eu bien évidemment 2 parties. Qu'est-ce qu'il y a eu comme contrepartie? Il y a eu juste l'engagement d'une négociation? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont des décisions. La première décision, c'est la suppression du coefficient de minoration du CICE. Alors, c'est extrêmement technique. C'est très technique. C'est super technique. Il faudrait pratiquement une émission complète. Non. Uniquement pour expliquer. Voilà, non. Donc, j'ai compris. Mais en gros, on parle d'un peu plus de 1 point, 1%, en effet année pleine. Ça va être mis en œuvre au 1er juillet 2024 et ça représente sur l'effet 2024 1%. En année pleine, c'est 2%, un peu plus de 2%. Ça, c'est un premier sujet. Mais vous voyez bien, on est quand même assez loin de l'inflation. Mais enfin, j'ai envie de dire, c'est un pas qui est fait de compensation. Et je rajoute que ce pas-là, il est fait dans le cadre de l'ONDAM, qui est l'enveloppe qui est fixée par le Parlement. Donc on reste bien... Les objectifs de dépenses de santé. Les objectifs de dépenses de santé. Il n'y a pas de dérive d'objectifs de santé avec cette avancée. Et l'argent, il a fallu le prendre ailleurs. Oui, vous avez toujours dans les budgets, c'est comme un budget, le budget de la nation, c'est plus de 250 milliards d'euros au niveau de la santé, c'est 105 sur l'hospitalier au sens large, sur 105 milliards. Grosso modo, vous arrivez quand même à trouver quelques dizaines de millions. Ça correspond à combien, justement, cette poche-là? C'est une poche qui représente un peu moins de 120 millions sur 2024. Okay. Un autre acquis pour nos salariés qui est extrêmement important, même si ce n'est pas complet par rapport à nos attentes, c'est ce qu'on appelait les mesures bornes, qui sont des mesures de revalorisation du travail de nuit, du travail de week-end et des jours fériés, qui étaient accordées en 2023 à l'hôpital public.
sans l'équivalent au niveau de l'hospitalisation privée. Donc ça a été aligné. Là encore, pas avec un effet au 1er janvier, mais un effet au 1er juillet. Mais bon an, mal an, c'était important qu'il y ait quelque chose pour nos salariés. Et le point le plus significatif, qui est toujours en cours de discussion, oui, c'est l'engagement de rentrer dans une discussion sur finalement des ambitions pluriannuelles de cadrage des dépenses de santé. C'est-à-dire pour 25, 26 et 27, de manière à la fois tenir compte de l'inflation, tenir compte des éléments qualitatifs, des éléments avec des indicateurs d'efficience, parce que pour la nation, c'est important aussi que les dépenses de santé soient dans un schéma d'efficience, et aussi et surtout d'intégrer la nouvelle convention collective qui n'a pas été financée sur 2024, qu'elle soit bien intégrée dans les schémas à venir. Oui, mais ça, c'est le futur. Moi, j'ai envie de dire sur le présent, et je reviens au point de départ, encore une fois, de votre mécontentement, c'était de ne pas accepter cette inégalité de traitement dans la revalorisation de vos actes. 0,3% pour le privé, 4,3% pour le public. On en est où aujourd'hui si on met bout à bout les mesures? Si on met bout à bout, on va être un peu au-dessus de 2%. C'est pas 4,3, mais c'est pas 0. Donc vous allez me dire, c'est pas suffisant. La moitié du chemin a été faite. C'est la moitié du chemin, mais vous savez, dans une égo, vous ne pouvez jamais vous dire que vous obtiendrez tout. Et face à un mouvement d'arrêt d'activité de tous les établissements privés de France, avec tout ce que ça voulait dire en termes de désorganisation, c'est certainement pas quelque chose qu'on peut souhaiter. Ni pour nous, ni pour nos salariés, ni pour les patients. Donc d'une manière générale, c'était un accord équilibré de ce point de vue-là. L'ensemble des financements supplémentaires pour l'hospitalisation privée, j'ai lu que c'était une enveloppe à peu près que le gouvernement a lâchée, entre guillemets, de 500 millions d'euros. Non, là, c'est ce qui était pour les médecins libéraux aussi. Vous avez les médecins libéraux qui ont pour leur propre enveloppe. D'accord. Donc nous, on est plutôt sur 250. On est plutôt sur la moitié du chemin. Ok. Il faut expliquer, peu de gens le savent, qu'un peu moins de la moitié des cliniques en France sont déficitaires. Est-ce que donc ces engagements de négociation, ce qui a été lâché encore une fois, ça permet de stabiliser ou de réduire ce nombre? Et pourquoi est-ce que des cliniques sont déficitaires? Elles sont mal gérées, diront certains. D'où ça vient? Est-ce que ça vient, vous allez me dire, de l'inflation, c'est ça, il y a eu beaucoup d'inflation? Vous n'avez pas pu répercuter en fait. Ce qui est bien, c'est que vous faites les questions et les réponses. Donc effectivement, exactement, c'est que l'inflation n'a pas été compensée. Vous avez très clairement... Combien d'inflation? Qu'on comprenne bien que en termes En 2023, on parle de 4-5 points. Et cette année, on est au-delà de 2 points. Donc vous voyez, globalement, vous êtes sur un 6-7% qu'il faudrait mettre dans les tarifs pour permettre aux établissements... Là où les tarifs n'ont quasiment pas bougé. Là où les tarifs n'ont pratiquement pas bougé. Donc forcément, mécaniquement, je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre structure d'activité, c'est 92% de notre chiffre d'affaires vient de... Donc ce n'est pas de la mauvaise gestion si une clinique sur deux est en déficit aujourd'hui. Après, vous pouvez avoir... je crois que l'universalisme n'est jamais de ce monde. Il y a toujours des gens qui sont plus ou moins bons gestionnaires. Mais si vous voulez, dans 90% des cas, c'est qu'on a des tarifs qui sont limités. N'oubliez pas un autre facteur que les gens ne savent pas, c'est quand un patient va se faire soigner dans un hôpital privé, ça coûte en moyenne 25% de moins que quand il va à l'hôpital public. C'est vrai ça. Oui, mais c'était le point de départ quand il y a eu la mise en place dans les années 2000 de la tarification à l'acte et à l'activité. C'était une révolution. Il faut aller voir à l'époque, on avait d'un côté un budget qui était une dotation globale de fonctionnement, qui était une enveloppe fixe pour l'hôpital public, donc qui se revalorisait année après année, et de l'autre côté, on avait le secteur privé qui fonctionnait avec des KFSO, enfin des mécanismes plus liés au volume. La bonne réforme, c'était de dire il faut que tout le monde soit jugé sur une base volumétrique, bien évidemment, toutes les missions d'intérêt général, formation, enseignement, recherche, tout ce qui est les pathologies lourdes de l'hôpital public étant financées par des MIGAC, donc des enveloppes pour financer ces missions d'intérêt général. Mais de l'autre côté, c'était bien des grilles tarifaires. Mais à l'origine, ces grilles tarifaires, elles n'étaient pas au même niveau, même en y intégrant les honoraires des médecins, puisque vous savez que nous, on a une médecine libérale qui travaille dans les hôpitaux privés. Donc en additionnant les honoraires des médecins et nos tarifs, on était en moyenne déjà... moins cher. Aujourd'hui, c'est à peu près 25%. On est bien documenté là-dessus, c'est 25% moins cher. Oui. Quand on est pour la collectivité, quand on est acte par acte, vous pouvez regarder ça. Clinique privée. Absolument. C'est des choses qui se vérifient facilement, puisque c'est des publications annuelles de la liste des tarifs. Donc, Et autre chiffre, et vous l'avez rappelé, mais il faut revenir dessus, et peu de gens le savent, 92%, vous avez dit, bref, 90% du financement des cliniques privées dépendent de l'assurance maladie. C'est largement au-delà de ce qu'on pourrait imaginer.
Oui. le surcoût lié à une opération, la chambre, on se dit que c'est... non? Alors, attention, les chambres particulières, les recettes hôtelières, etc., c'est les 8-10% dont je parle, mais ça pèse rien du tout. Bah oui. Et pour le patient, dans la plupart des cas, c'est neutre, puisque c'est des choses qui sont couvertes par leur mutuelle. Donc il y a le reste à charge, qui est finalement le sujet qui est important pour un patient, c'est dans la main de ce qu'eux cotisent régulièrement quand ils payent des mutuelles. Mais si les cliniques, comme vous l'affirmez, coûtent moins cher à la Sécu pour réaliser les mêmes actes sur les mêmes pathologies, pourquoi est-ce que la sphère publique n'en fait pas plus avec les cliniques? Ben, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Moi j'ai mon point de vue, mais on s'en fout. Moi, c'est le vôtre qui m'intéresse. Je pense il y a de l'idéologie derrière, il y a quoi? Oui, fondamentalement, il y a de l'idéologie, il y a beaucoup de schémas un peu simplistes. Quand on parle d'hospitalisation privée, on parle de sélection des patients, que c'est les actes les moins lourds qui sont faits dans l'hospitalisation privée, etc., etc. Donc vous avez toute une juxtaposition d'éléments idéologiques qui font grandir personne. Moi, je ne suis pas dans un schéma d'opposition entre le secteur privé et le secteur public. Je considère que les deux doivent travailler ensemble et que le secteur privé a un rôle clé à jouer. D'ailleurs, ça a été dit par de nombreux acteurs politiques et économiques. C'est qu'en France, la santé, l'hôpital fonctionne bien sur ses deux jambes. Il y a une jambe privée, une jambe publique. D'autant que c'est 9 millions de patients qui sont pris en charge chaque année par des cliniques. J'ai découvert le chiffre, c'est largement au-delà de ce que j'imaginais. Ça réalise 55% de la chirurgie, 75% de la chirurgie ambulatoire, 40% des prises en charge des patients atteints de cancer. Absolument. Et donc on dit que c'est un maillon important du système de santé. Hein. Oui, c'est clair. Au-delà de ce qu'on imagine. Vous pouvez même rajouter autre chose, c'est que quand vous raisonnez sur le territoire, on parle beaucoup des déserts médicaux et de la problématique justement pour les gens qui sont dans le terroir le plus profond en France. L'hôpital privé, c'est 80% des Français qui ont accès à moins de 30 minutes de là où ils habitent à un hôpital ou une clinique privée. Donc vous voyez, on participe au maillage territorial. On est présent dans beaucoup de villes petites et moyennes. Donc il faut retirer l'image d'Épinal des très grosses superstructures hospitalières. On a aussi des structures plus petites. Et ce maillage territorial, eh bien, on le porte clairement dans notre modèle avec des hôpitaux-centres et puis des structures délocalisées, mais qui sont au plus proche aujourd'hui des patients. Et c'est ça qui fait la continuité des soins. Je vais lâcher quelques poncifs, quelques idées reçues. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Ceux qui affirment que les cliniques gagnent de l'argent, cliniques privées gagnent de l'argent. Vrai ou faux? Heureusement, comme il y en a 40% qui font, à fin 23, il y en avait 40% qui perdaient de l'argent. Donc ça veut dire que par définition, on a 60% qui gagnent de l'argent. Je dirais que heureusement, parce que ce sont quand même des investissements aujourd'hui, que la collectivité, donc vous et moi, en tant que contribuables, eh bien, c'est de l'argent public qui n'est pas investi dans ces hyperstructures, dans ces blocs opératoires, dans l'innovation, qui est un élément extrêmement important aujourd'hui des financements que nous apportons. Et donc, c'est normal que des capitaux qui arrivent pour pouvoir justement porter ces différents investissements trouvent une normale rémunération. Donc, le mécanisme... et donc il n'est pas excessif. Ben voilà, exactement, absolument. Bon, vous distribuez des dividendes. Les cliniques privées, ça gagne de l'argent, ça distribue des dividendes. Et donc, sous-entendu, si elles sont déficitaires, il n'y a qu'à verser moins de dividendes. Alors, attention, le dividende, c'est une affectation du résultat. Donc, le déficit, c'est un autre sujet. Je peux dire que pour les 3 premiers groupes français, qui représentent 60% Ramsay, Elsan et Vivalto Santé, ces 3 groupes ne versent pas de dividendes. Donc après, peut-être que les petites structures au niveau local qui sont encore dans les mains d'indépendants ont besoin, pour des raisons, je dirais, de fonctionnement, de se verser des dividendes. En tout cas, nous, notre parti pris, c'est de réinvestir tout ce qui est généré par nos cliniques pour le développement de notre offre de soins sur les territoires, sur l'innovation et pour nos salariés. À ceux qui disent qu'il y a des dépassements d'honoraires dans tous les sens quand on va dans une clinique privée. Il y a des dépassements d'honoraires, mais il ne faut pas oublier que ces honoraires n'ont pas été revalorisés depuis des décennies. Et donc, ce n'est pas anormal que des médecins qui ont passé, pour certains, 12-15 ans d'études, plus toute l'expérience, prennent des dépassements d'honoraires. C'est, dans la plupart des cas d'ailleurs, cadré et remboursé par les mutuelles. Donc, à la fin des fins, ce qui est important, c'est quelle est la part
de ces honoraires et de ces dépassements d'honoraires qui sont à la charge du patient. Et là, on est plus sur une minorité que sur une majorité. Bon, il y a ceux qui disent que les cliniques privées, on finit là-dessus, choisissent d'abord en priorité les actes et les opérations les plus rentables pour elles. C'est compliqué d'aller filtrer les actes quand vous avez des autorisations d'urgence, et en France, vous l'avez dit, une partie aussi des urgences est traitée par l'hospitalisation privée. Eh bien, vous prenez les patients qui arrivent, et de manière générale, vous l'avez dit à travers les chiffres, quand vous portez 40% de l'offre en oncologie, et de chirurgie cardiaque, et en radiothérapie, on ne peut pas imaginer que vous fassiez un filtre entre le patient qui va être facile et le patient qui va être difficile. Maintenant, sur ce débat qui est un peu toxique, il faut faire attention à une chose, c'est que, moi j'ai tendance à dire même droit, même devoir. Si on nous ouvre la possibilité d'avoir accès à tous les actes, vous savez qu'il y a des actes qui sont par définition interdits au privé, par exemple des greffes d'organes vivants, ce qui est normal, hein, je ne dis pas que c'est un sujet, mais la réanimation, les urgences sont très contraints. On n'a pas un accès aussi facile. Et donc, ok, mettez-nous les mêmes droits, et donc on aura les mêmes devoirs. Pour finir, et je reboucle avec ce qu'on a évoqué ensemble au début, Emmanuel de Gueuser, c'est que vous êtes satisfait, en tout cas suffisamment pour ne pas stopper les opérations à partir du 3 juin, mais vous demandez encore à voir entre ce qui a été annoncé, les négociations par le gouvernement et avec le gouvernement. C'est indéniable. Moi, je n'ai pas parlé de satisfaction. Je suis satisfait de ne pas avoir eu à fermer les 53 établissements français du groupe Vivalto Santé. Je le reconnais. Parce que ça aurait été difficile pour nos patients, nos équipes et notre personnel. Et donc, fondamentalement... Pour la santé des... C'est pour ça que j'ai parlé de nos patients. Ouais, donc, on n'y allait pas de gaieté de cœur. Donc, de ce point de vue-là, je suis content. Maintenant, je considère qu'on a fait une partie du chemin. Il reste une autre partie du chemin qui est essentielle, qui est la pluriannualité, qui est l'engagement de l'État sur la durée, parce qu'un opérateur économique comme nous, on ne peut pas travailler au cas par cas. Vous vous rendez compte que les tarifs, on les a eus depuis 15 jours. On est au milieu de l'année. On est un peu au milieu de l'année. C'est juste pas possible. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. C'est pas sérieux. Bon, et les négociations doivent aboutir avant quand ? Eh bien, on nous annonce l'été. Donc, en général, le chiffre, la date, c'est mi-juillet. Je préfère dire l'été parce que, par définition, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment tenu les dates. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Emmanuel de Gueuser, directeur général du groupe Vivalto Santé, l'un des 3 principaux groupes de cliniques privées en France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.